Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On achève cette semaine marquée une nouvelle fois par les réunions, les discussions de banques centrales. Cette semaine, ça se passait à Sintra au Portugal, le forum de la BCE, qui est donc un forum de banques centrales auquel participaient le président de la Fed, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. On avait également le gouverneur de la Banque d'Angleterre, ainsi que celui de la Banque du Japon. Qu'est-ce qui s'est dit à Sintra ? Eh bien, des messages toujours au quiche, des messages toujours faucons, donc en traduisant en français, des messages indiquant qu'il n'y avait pas de changement pour l'instant à adopter du point de vue de la politique monétaire, parce que l'inflation restait sur des niveaux qui n'étaient pas acceptables. On a également eu le sentiment que Christine Lagarde a adopté un discours volontairement agressif pour ne pas laisser la place au doute, à savoir continuer à relever les taux. En juillet, la réunion de septembre, il n'y a pas de garantie sur une hausse de taux, mais la date à dépendance, donc la dépendance aux données économiques, va être relativement forte. Et ces discours semblent être faits pour ne pas laisser de place finalement au marché, ou en tout cas ne pas laisser de place à l'interprétation sur les intentions des banques centrales. Et on voit que ça marche, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine ? On a vu que les taux ont continué à grimper aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, après les propos de Jérôme Powell à Sintra, qui faisait écho d'ailleurs à ses propos devant le Congrès il y a quelques jours. En gros, on comprend bien que le propos de Jérôme Powell aujourd'hui, c'est moins de dire on va aller beaucoup plus haut sur les taux, mais de dire que les taux vont rester élevés pendant une durée importante. Et que même si on arrête par exemple les hausses de taux à partir du mois de juillet, et en septembre, pas sûr qu'il y ait une nouvelle hausse de taux, et bien que ces taux vont être maintenus un temps certain pour s'assurer que l'inflation revienne bien vers l'objectif de 2%. Les derniers chiffres, on les a encore eus ce matin, récemment en tout cas ce matin pour la zone euro, à plus de 6% pour l'inflation cœur, c'est-à-dire l'inflation hors alimentation et hors énergie. Et aux États-Unis, on a eu des chiffres d'inflation sur l'inflation CPI core, donc l'inflation globale, l'inflation CPI, qui est toujours à plus de 5%. Et là, en fin de semaine, vendredi, on a eu des chiffres pour l'inflation PCE, qui est une des mesures de l'inflation aux États-Unis, avec une toute petite amélioration de l'inflation cœur entre le mois de mai et le mois de juin. On arrive à 4, au lieu d'avoir 4,7, on a 4,6. Donc ça montre quoi ? Ça montre qu'on est toujours sur la partie la plus problématique de l'inflation pour les banques centrales, à savoir cette inflation hors alimentation et hors énergie. Et bien on est toujours 2 à 3 fois plus élevé que l'objectif. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, les banquiers centraux ne peuvent pas baisser le ton. Et du côté des marchés, on a des réactions qui sont assez distinctes. C'est-à-dire que d'un côté, le marché obligataire, lui, intègre bien tous ces changements-là de tonalité, ou en tout cas se maintient d'une tonalité agressive. Il l'intègre bien parce que, regardez, en fin de semaine, vous avez actuellement un taux 6 mois américain qui est à 5,6%. C'est un niveau qu'on n'avait pas connu depuis 2001. Le taux à 6 mois aux États-Unis, il est au plus haut depuis 2001. Il dépasse les niveaux qu'il avait atteints avant le déclenchement de la crise des subprimes aux États-Unis. Vous regardez un taux un peu moins court que le taux 2 ans américain, il flirte avec les 5% cette fin de semaine. C'est quasiment les niveaux qu'il avait atteints. Il était monté un poil plus haut avant le début de la crise bancaire, du stress bancaire aux États-Unis au mois de mars. Mais donc on retrouve des niveaux qu'on n'est pas vu depuis un certain temps sur les taux, donc les taux continuent de se redresser finalement. Et qu'est-ce que cela génère au niveau de la courbe de taux ? Vous avez des taux courts qui sont toujours très très élevés par rapport aux taux longs, et donc vous avez une inversion de la courbe de taux qui est massive. La courbe de taux aussi importante, on est sur des 106 points de base d'écart entre le taux 2 ans et le taux 10 ans, eh bien c'est le signe donc d'une inversion qui est très forte. Et historiquement, quand on regarde sur une durée de 50 ou 60 ans, qu'est-ce que cela a donné à chaque fois comme résultat quand la courbe de taux, notamment entre les taux 2 ans et 10 ans, s'est autant inversée que ça a été systématiquement de phase de récession économique derrière. Et donc, on est dans cette situation-là où d'un côté, on comprend que les discours de banquiers centraux ne peuvent pas s'estomper dans la phase actuelle où l'inflation cœur est toujours aussi élevée, même si le pic est passé, même si une progression est observée. Mais la progression, on l'observe surtout sur l'inflation globale, liée à des effets de l'énergie et de l'alimentation, et donc des effets de base importants. Mais il va falloir aller plus bas encore sur cette inflation
globale pour que l'inflation cœur, elle, ensuite, notamment par des effets d'entraînement et des effets donc, de ralentissement plus forts, puisse amener l'inflation cœur à ralentir plus fortement. Donc on est sur des niveaux j'ai l'impression que le marché, moi, dans cette phase-là, est en train peut-être un petit peu d'ignorer le risque que cela représente. C'est-à-dire que si vous regardez les données économiques aux États-Unis, on l'a vu toute cette semaine par exemple, c'est une bonne illustration, on a eu des chiffres pour le PIB au premier trimestre qui ont été révisés en hausse sensible, de 1,3 ou 1,4 à 2%. Donc grosse révision à la hausse des chiffres du PIB aux États-Unis au premier trimestre. Les chiffres aux États-Unis, là, plus récents, montrent une forme de stabilisation du marché de l'immobilier. On a également un chiffre sur les commandes de biens durables récents qui était plutôt satisfaisant. On a eu des indices de confiance des consommateurs plutôt résilients. Ça, c'est les données, notamment les données qu'on vient de citer, PIB, commandes de biens durables, autres, c'est ce qu'on appelle les données hard, c'est-à-dire des données réelles, économiques, macroéconomiques, mais qui sont construites avec un décalage qui montre une force de l'économie ou une résilience de l'économie, mais qui est celle observée il y a peut-être un mois ou deux, voire plus, si on parle du premier trimestre. Et face à ça, qu'est-ce qu'on observe ? On observe des données qu'on appelle soft, c'est-à-dire les fameux indicateurs avancés, qui sont des indicateurs de sentiment, des enquêtes en fait, comme l'indice ISM, manufacturier ou service, les indices PMI, les PMI Chicago, etc. Donc on est dans une situation où les indicateurs soft, eux, sont en train de nous montrer de la faiblesse depuis quelque temps. Et donc, on voit que d'un côté, la Fed est embarquée dans un discours qui reste agressif, avec probablement encore une hausse de taux en juillet, mais au moment où les indicateurs avancés, eux, et déjà depuis quelque temps, montrent une phase de faiblesse. Et c'est là qu'on peut peut-être réconcilier le risque de ralentissement plus fort qu'attendu de l'économie américaine via cette inversion de la courbe de taux, et peut-être que les indicateurs soft sont en train de nous indiquer que le ralentissement va arriver au second semestre, mais avec une Fed qui réagit toujours sur les données retardées, inflation et chiffres macro. Et donc, plus on a ce décalage qui persiste, c'est-à-dire tant que les données hard restent résilientes, mais que les données soft continuent de ralentir, le risque c'est qu'à un moment donné, il y a toute une série de chiffres, potentiellement de données hard, donc, qui viennent confirmer ce sentiment sur les données avancées. Et donc, d'un seul coup, une économie américaine qui ralentisse, avec là, la récession, ou en tout cas une contraction qui commencera à apparaître, et ensuite déclenchant la pause de la Fed avant un pivot peut-être l'année prochaine. Mais c'est une situation qui est assez étonnante parce que on voit par exemple qu'en Europe, l'économie se comporte beaucoup moins bien. Les dernières données en Europe, on l'a vu sur l'Allemagne, via les ventes au détail, on l'a vu via les enquêtes IFO, donc le climat des affaires en Allemagne, on le voit via la croissance des crédits en zone euro qui ne cesse de ralentir, et puis la récession qui a touché quelques pays européens là, ces derniers mois, on voit bien que la situation paraît déjà plus faible en zone euro. Et donc là, potentiellement, situation de récession ou de contraction sur quelques trimestres en 2023 pour certains pays de la zone euro et peut-être un peu de récession. En Chine, des données qui sont toujours mi-figue, mi-raisin, mais qui donc montrent que la Chine patine dans sa reprise. Donc finalement, il y a qu'aux États-Unis qu'on a des données qui apparaissent comme étant à peu près résilientes, mais du coup qui justifient que la Fed pousse le message un peu au maximum. Peut-être volontairement agressif pour ne pas avoir à trop relever les taux ensuite. Mais pour autant, la Fed l'expliquait ainsi, et c'est en ça que les messages sont assez agressifs de la Fed. C'est que la Fed explique que certains membres en tout cas, que la politique finalement est restrictive que depuis quelques mois. Et que finalement, une grosse partie des effets de cette politique monétaire déjà modifiée va se faire sentir sur l'économie dans les mois à venir. Et donc, c'est un peu ça le risque, c'est que jusqu'à présent, la politique commence à être restrictive et elle l'est depuis quelques mois, mais qu'il va falloir qu'elle le soit encore plusieurs mois pour que l'inflation cœur la plus dure à extraire, converge vers l'objectif de 2%. Voilà, et donc, je ne dis pas qu'il y a ce risque d'accident monétaire, c'est pas encore le terme, mais le risque, à un moment donné, la Fed aille un petit peu trop loin parce que, se basant sur des données hard qui semblent résilientes, alors que les données avancées qui potentiellement vont prédire l'avenir de l'économie américaine, elles montrent des signaux de faiblesse. Ce qui par contre serait le meilleur des scénarios pour l'économie américaine, c'est qu'effectivement les prochaines données soft de type ISM ou PMI commencent à montrer une amélioration. Et là on rentrerait parfaitement dans le cadre du soft landing, ou voire même d'un no landing, c'est-à-dire une inflation qui ralentit, une économie qui se maintient, un marché d'emploi qui reste en très bonne santé, et à ce moment-là, pari réussi pour Jérôme Powell, qui aura réussi à faire ralentir l'inflation. Mais dans ce cas-là, il va falloir assez rapidement que les données soft,
commencent à se redresser en fait, et notamment les indicateurs d'activité manufacturière, entre autres. Voilà donc pour le bilan de cette semaine. On rappelle également que on est dans la période d'intensification des blackouts. Ça veut dire quoi? C'est la période qui précède l'annonce des résultats des entreprises en Europe et aux États-Unis surtout, période pendant laquelle les entreprises rachètent beaucoup moins leurs actions et donc sont très limitées en termes de capacité d'action sur leur rachat d'actions. Donc ça veut dire un petit peu de flux en moins potentiellement pour les marchés actions dans cette période qui précède les résultats qui vont commencer à arriver à partir de la deuxième semaine de juillet, qui vont s'étaler jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc ça, c'est quand même à noter. Et puis on note aussi une volatilité qui est très faible sur les marchés. On est aux alentours de 13 de volatilité en Europe et aux États-Unis. C'est quand même une volatilité qui est très très faible et qui montre qu'effectivement le marché est assez confiant finalement. Mais c'est là qu'on note un petit décalage. Le marché action très peu volatile, 13 de volatilité en Europe et aux États-Unis, mais un marché obligataire qui voit ses taux, ses rendements continuer de progresser massivement. Et notamment les taux réels. Les taux qui incluent les questions d'inflation, d'anticipation d'inflation. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, la question de l'alternative pour les marchés actions, pour les investisseurs, est tout à fait là. Il y a des énormes rendements qui sont proposés sur le marché obligataire à très court terme. Et donc, à un moment donné, pourquoi justifier un tel appétit pour les actions, notamment la composante valeur de croissance, quand en face de cela, vous avez des rendements qui sont très bons. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout basculer des actions aux obligations, mais ça veut dire qu'il y a de l'alternative. Or, à une époque, qu'est-ce qui fait? Il y a une époque pas si lointaine, qu'est-ce qui fait que l'appétit pour les actions était aussi démesuré, notamment post-Covid? C'est que les rendements étaient à zéro. Les taux de la Fed étaient à zéro et les rendements réels étaient complètement négatifs. Aujourd'hui, le schéma a largement changé, et ce depuis quelques mois. Donc, qu'est-ce qui justifie à ce stade qu'on aille beaucoup plus haut sur l'appétit des actifs risqués? Ou alors, il faudra à ce moment-là que les taux commencent à se détendre à un moment donné. Mais que les deux parviennent comme ça, que les rendements continuent de progresser et que les actions se maintiennent toujours aussi bien, à un moment donné, il y a quelque chose qui paraît un peu exagéré, peut-être un peu trop de confiance du côté des investisseurs actions dans un schéma, on l'a dit, un schéma macroéconomique qui n'est pas extraordinaire. Regardez cet après-midi, là j'enregistre le podcast, donc il est vendredi, il est plein de 17h. Les chiffres qu'on a eu cet après-midi, on a eu l'inflation de PCE, mais on a eu des données sur la consommation aux États-Unis. Et on voit quoi? On voit que la consommation a marqué un coup d'arrêt au mois de mai aux États-Unis. Et que le taux d'épargne a progressé. Donc on a ce sentiment, et qu'on voit via les chiffres, que l'épargne des ménages américains reprogresse, parce qu'elle était complètement amenuisée, elle était retombée sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis la crise des subprimes, l'épargne des Américains. Donc là, elle commence à en progresser un petit peu depuis quelques mois, mais on voit que ça commence potentiellement à se faire, donc au détriment de la consommation. L'inflation reste forte, les Américains ont peut-être un peu moins confiance, même si les indices de confiance sont un petit peu redressés. Mais dans les comportements, en tout cas, on remarque quoi? Que l'épargne progresse et que la consommation s'est tassée. Et donc, à un moment donné, la question va être effectivement celle du regard qu'on porte sur la macro et la micro. Si on craint, via les indicateurs avancés, que l'économie américaine ralentisse et que l'on observe là des signaux de rafraîchissement sur la consommation, ça c'est très bien pour l'inflation, donc ça va dans le sens de la Fed, mais attention que si la consommation marque un coup d'arrêt aux États-Unis, cela aura évidemment des conséquences et des implications pour les résultats des entreprises. Et donc c'est à ce moment-là aussi que l'appétit pour les actions doit être peut-être un peu révisé, sachant que les projections des entreprises au premier trimestre avaient été faites sur des bases très optimistes, de reprise de la Chine. On voit que 3-4 mois plus tard, ces anticipations, ou en tout cas tout ce qui avait été anticipé, n'est probablement pas au rendez-vous de ce que les entreprises attendaient de la reprise en Chine. Donc attention à cette saison de résultats qui arrive, notamment sur la partie des projections, des guidances d'entreprise pour la fin d'année. On s'arrête là-dessus pour la partie macro. Je donne rapidement le programme pour la semaine prochaine. Donc lundi, on aura des indices d'activité en Chine, les fameux indices PMI. Donc on va surveiller ça sur la partie manufacturière le lundi. On aura également dans l'après-midi, lundi après-midi, ISM manufacturier aux États-Unis. On en parle à l'instant de ces indicateurs soft. On verra ce qu'il en est donc pour l'activité manufacturière anticipée via l'ISM aux États-Unis. Mardi, décision de la Banque d'Australie sur ses taux. On aura mardi également la balance commerciale allemande. On parlait tout à l'heure de la faiblesse de l'économie allemande ces derniers temps. Donc un autre moyen de mesurer ça, c'est la balance commerciale. Quid des exportations, quid des importations, et aussi quid des exportations par rapport au contexte mondial, par rapport à la Chine. Donc, bel outil de mesure, un macro qui est la balance commerciale allemande. Mercredi, les chiffres de production industrielle en France. On a également la réunion de l'OPEP. Mercredi soir, ce sera les minutes, donc le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Jeudi, on commencera les données sur l'emploi qui arrivent, enquête ADP, donc création d'emplois via le cabinet ADP.
en tout cas chiffre estimé. On aura gros rendez-vous jeudi avec l'ISM Service. Je vous rappelle que l'ISM Service avait pas mal décroché sur la dernière publication et commençait à flirter avec la zone des 50 qui marque l'expansion entre la limite entre expansion et contraction. Donc on verra ce qu'il en est jeudi prochain pour l'ISM Service, un gros marqueur de l'activité. Les chiffres JOLTS également jeudi, donc les emplois vacants aux États-Unis. Est-ce que le marché de l'emploi en gros reste toujours aussi tendu ou pas? C'est ça qu'on attend des données d'emploi la semaine prochaine. Et puis vendredi, le fameux rapport sur l'emploi avec les NFP, les créations d'emplois non agricoles notamment. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.